Les forêts du Québec constituent un patrimoine collectif inestimable. Les Québécois sont issus du monde forestier. Les premiers colons qui s'y sont établis ont défriché les terres. Nos ancêtres ont occupé le territoire, ont dompté la forêt, ont labouré les champs et ont fait des terres du Québec un milieu fertile et prospère. Aujourd'hui, il reste des milieux riches, des endroits encore sauvages qui attirent de plus en plus la population urbanisée. Un second retour à la terre flotte dans l'air. Cette fois, c'est pour se poser, pour fuir le rythme effréné de nos vies urbaines et connectées. En plein cœur de l'un des plus beaux parcs de Chaudière-Appalaches, on retrouve Félix, un Lavallois. J'ai grandi à Laval, et j'ai étudié comme pour être avocat. Je suis allé travailler après ça dans le Nord, à la baie James, etc. En fait, dès que j'ai terminé mes études, moi, je voulais prendre le bois, je voulais aller vers la nature. Et puis, j'ai lâché mon travail d'avocat à un certain point, puis je suis allé habiter dans le bois dans un camp de chasse et pêche dans le Nord pendant 1 an et demi. Puis, durant cette périple-là, à un certain point, je me sentais seul un peu. Fait que là, j'ai décidé de revenir dans le sud du Québec. Et puis, à ce moment-là, j'ai décidé de m'acheter une terre à bois pour essayer de jumeler le fait d'être proche de ma famille et d'avoir le côté sauvage nature. Moi, c'est quand je suis allé vivre dans un camp dans le Nord que j'ai utilisé ma première scie mécanique, tu sais. Fait que là, on parle de quand j'avais 26 ans, 27 ans, tu sais. Fait que c'est sûr que je suis parti en retard, mais j'ai vraiment doublé je sais pas comment je peux dire ça, doubler la mise. Je suis allé, je me suis rattrapé en fait, puis là je fais mes propres planches à scie mécanique, je fais du débroussaillage, de la scie, j'ai bâti des petites cabanes en bois rond, à l'herminette pour faire les joints, etc. Fait que c'est ça, au fond, c'est sûr qu'il faut pas avoir peur d'aller dans le bois, mais justement, une terre à bois, ça permet aussi d'apprendre à notre rythme, là, autrement dit. Là. Acheter une terre. Félix y rêvait déjà depuis un bon moment. Acheter une terre au début de sa vie adulte n'est pas une mince tâche. Comment doit-on s'y prendre pour magasiner sa première terre ou son premier lot à bois quand on n'y connaît rien? Félix a appris sur le tas, comme on dit. C'est un monde qui est un peu différent, je dirais, de l'industrie de la maison, en ce sens que c'est beaucoup des fois, ça se vend du bouche-à-oreille, donc à la famille proche. Parfois, c'est affiché sur Kijiji, mais c'est un peu particulier parce qu'il y a des vendeurs de tout genre. Il y a des acheteurs, certainement, de tout genre aussi. Puis parfois, c'est mis dans les mains d'un courtier. Fait qu'à ce moment-là, ça peut simplifier aussi le processus. Moi, je l'ai vu qui était annoncé, affiché par courtier immobilier. Donc, à ce moment-là, moi, c'était dans un territoire que je recherchais. Et puis, à ce moment-là, j'ai contacté le courtier. Je suis allé moi-même le marcher. Yann Bolduc est ingénieur forestier. Issu d'un milieu rural, il arpente la forêt depuis son plus jeune âge. Il a transformé son amour de la nature en métier. Lui-même en processus d'achat de la terre familiale, il y va de quelques conseils avisés. En fait, là, avant d'acheter, la première chose à regarder, c'est vraiment le zonage agricole. Le zonage agricole, ça limite beaucoup de personnes dans leur projet. Il faut penser qu'en zone agricole, on n'a pas le droit de construire autre que peut-être une maison, mais il faut toujours obtenir des autorisations de la Commission de protection du territoire agricole. Puis ça prend du temps. Puis c'est un investissement aussi des fois, fait que faut bien vérifier ça. Là. Il y a beaucoup de règlements qui diffèrent d'une municipalité et d'une MRC à une autre. Donc c'est de bien se renseigner. Souvent, un conseiller forestier, un ingénieur forestier peut vous renseigner là, à ce sujet-là. Là, j'ai 30 ans, ça fait à peu près depuis mes 20 ans que moi, je regarde les terres, que c'est quelque chose qui m'intéressait. Moi, je regardais beaucoup les bails de villégiature, donc les territoires de la couronne, les camps de chasse et les terres à bois. Fait que je regardais, je magasinais, tu sais, au travers. Je me faisais l'œil, autrement dit. Parce qu'à force d'en regarder, on devient que
on devient après qu'on développe une intuition. Une intuition quand il y a un deal ou quoi que ce soit. Ça vient que, ça, je sais que telle région, ça vient dans un prix qui est intéressant. OK. Fait que, à me faire l'œil comme ça. Quand j'étais très jeune, on allait dans la pourvoirie parfois avec ma famille. Mon grand-père était très proche de la nature. Et puis, j'étais tout jeune, puis j'allais dans l'eau en speedo jusqu'à peu près ici. Puis là, mon grand-père me faisait un petit bâton avec un bas de ligne puis un verre, puis j'allais pêcher des crapets soleil au pied de moi, tu sais. Puis ces moments-là ont été gravés dans mon cœur puis dans ma mémoire. Puis le fait de grandir à Laval, c'est comme si ce côté-là était devenu inhibé, en ce sens qu'il n'y avait pas de nature pour pratiquer ce désir-là d'être proche de la nature. Donc, quand j'ai pu me réapproprier ce côté-là et puis à me rapprocher de ce côté sauvage-là de moi, bien, je l'ai fait. Puis c'est ça qui m'a emmené là, vers plus la nature. Félix a cherché longtemps sa terre idéale, son grand terrain de jeu. Pendant de longs mois, il a épluché les annonces des courtiers immobiliers. Il a scruté les petites annonces et il a consulté quotidiennement les pages Facebook des terres et lots à bois à vendre. Elles sont nombreuses et diversifiées. Tout le monde peut y trouver son compte. Il suffit d'être alerte. Puis un jour, Félix a trouvé son coin de paradis. Moi, je l'ai trouvé dans la Matawini, dans la Naudière. Le coût, je peux pas en parler. C'est juste comme ça. Mais je l'ai acheté avant la pandémie, en fait, là. Et puis, la grandeur, ça l'approche les 100 acres, donc un lot complet, là. Ma terre a été bûchée partiellement il y a une trentaine d'années, donc environ 40 % je dirais, de la superficie de la terre qui a été bûchée. Le reste, c'est forêt mature, c'est vraiment intéressante. Les arbres, ça fait 30 ans, fait que déjà là, c'est bien, là. Il y a une proportion qui a beaucoup d'érables, des érables rouges par contre, mais je vais probablement faire un peu d'aménagement là-dedans pour faire que cette section-là soit vraiment érablière, donc garder un 10 à 15 % d'essence compagne et pas plus, pour favoriser l'agrandissement en diamètre là, des érables, pour éventuellement entailler. Parce qu'un arbre de 30 ans, quand il y a eu, là, ça l'a poussé en compétition un peu les arbres entre les autres, donc ils sont très longs, mais ça a un diamètre à peu près ça de gros. Et puis, donc, je vais m'arranger pour que ça grossisse en diamètre. C'est de plus en plus fréquent de voir des propriétaires qui veulent comme avoir leur petite zone de conservation, si je peux dire ça comme ça. Souvent, je veux pas généraliser, mais c'est souvent des gens de la ville qui achètent une terre maintenant, puis là, ils se rendent compte qu'ils ont un beau lapin de terre, puis ils veulent le conserver. Alors, pour eux, une forêt mature, c'est beau à voir, puis c'est hors de question de la récolter. Fait que on respecte ça aussi, puis on les conseille autrement. On dirait que les gens sont très intéressés par le biologique, qui aiment ça produire leur propre petite... comme un jardin, si on peut dire, là. Donc c'est très attirant d'avoir ça. Puis sinon, quand on a une grosse érablière, c'est payant aussi. Il y a l'aspect financier, là, en ce moment, qui est très, très présent. Les producteurs et productrices acéricoles du Québec, qui sont comme la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, eux émettent des contingents et tout ça. Donc, dès qu'il y a des contingents, ça augmente la valeur, là. Fait que tout dépendant de la région où on est, là, c'est rendu très dispendieux de s'acheter une érablière. C'est difficile de naviguer quand on n'a pas l'expérience ou qu'on n'a pas les connaissances au niveau d'une terre à bois, parce que c'est arrivé des situations où je magasinais, puis, tu sais, la personne, elle arrivait, puis elle me disait « OK, toi, tu vas avoir telle partie », puis elle sortait une feuille de papier, « Toi, tu aurais telle partie, toi, OK, lui, il va avoir cette partie-là, puis tu me donnes tant en cash, puis même c'est arrivé, au notaire, on va dire tel prix, puis tu m'en donnes cash. » Ça, il faut faire attention, parce que d'abord, c'est frauduleux, là, c'est illégal, là. Mais des fois, les vendeurs sont attirés à faire ça pour, justement, éviter de payer un impôt sur le gain en capital. Mais moi, je dis, il faut pas embarquer dans ce jeu-là, là. D'abord, c'est illégal. Puis en plus, après, si vous la vendez avec honnêteté, donc la bonne façon, et que vous déclarez le bon montant au notaire, bien, vous allez vous ramasser à payer l'impôt du gain en capital que l'autre a sauvé. C'est important de regarder quand on marche une terre,
de regarder c'est quoi qui se passe sur la Terre. T'sais. Y a-tu de l'empiètement? Y a-tu, au niveau des limites, est-ce qu'il est borné? Est-ce qu'il y a un certificat de localisation parce qu'il y a certains bâtiments ou pas? Mais c'est quoi qu'on a comme documents qui font en sorte que, OK, ben c'est ça la propriété. Parce que ça peut arriver que le voisin aille empiéter au final, puis qu'il peut avoir des situations de prescription acquisitive. Puis là, ça peut être des enjeux qui sont importants, là. Puis regarder vraiment le zonage, c'est quoi, parce que c'est plate d'acheter une terre puis après ça se rendre compte qu'au final, ben on pouvait pas faire l'usage qu'on voulait de la terre. C'est vrai que quand on achète une propriété, on la possède, mais ça veut pas dire qu'on peut faire ce qu'on veut dessus non plus. T'sais. Respecter les règles du jeu, bien regarder, étudier ce que l'on veut acheter et fuir les propositions douteuses. C'est sans doute le plus grand apprentissage de Félix dans le magasinage de sa terre. Aujourd'hui, quand Félix décrit sa terre, on voit la passion s'animer dans ses yeux. Sa terre est variée et ressemble à un condensé des différents paysages que l'on retrouve au Québec. Ça, c'est vraiment intéressant parce que sa terre, c'est drôle parce qu'il y a des régions avec ma copine qu'on appelle, mettons, l'Estrie. Là, ça a l'air un peu de l'Estrie. Bien, un autre, ça va être la Baie James ou la Chibougamau. Parce que ça va avoir... C'est juste de la mousse à terre avec des gros vieux conifères. On pourrait marcher nu-pied puis ça serait dans la mousse. C'est vraiment spécial comment que le territoire est changeant d'une place à l'autre. Puis c'est assez montagneux, donc il y a plusieurs endroits pour avoir des points de vue, mettons. Le territoire est très accidenté. Et puis dans la vallée, là, il y a un ruisseau qui passe, là, qui est comme une petite rivière, là, parce qu'il y a une bonne grosseur avec des étangs à castors au travers. Puis c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un paradis. Là. La passion de Félix pour la nature est loin de s'arrêter à l'achat d'une terre. En fait, moi, j'ai vraiment une grande passion pour la nature. Puis cette passion-là m'a emmené à rechercher c'est quoi que je veux faire de ma vie au quotidien. Je suis tellement un passionné de forêt, de terre à bois, que je me suis dit, bien, tout mon bagage en tant qu'avocat, mon bagage, là, j'ai travaillé aussi un peu comme charpentier menuisier, j'ai vécu en forêt, en autosuffisance. Tout ça m'a fait en sorte que je me suis dit, hey, bien, j'ai un beau bagage intéressant pour aller comme courtier immobilier pour des transactions de terre à bois, érablière, terrain, des choses qui me passionnent parce que moi, au final, je veux faire ce que j'aime dans la vie, tu sais. Fait que j'ai été attiré par ça pour ça. Je termine là, mon dernier examen du volet résidentiel. Là, je vais avoir mon permis probablement vers la fin de l'été. Je termine ça là, la semaine prochaine. Après ça, je vais attaquer le volet commercial pour pouvoir éventuellement m'occuper de transactions de type plutôt commercial, c'est-à-dire des fois des érablières ou quelque chose qui appartient à une compagnie, etc. Avant, traditionnellement, une terre à bois, je trouve que c'était pas très peu valorisé, en fait. Les gens voyaient ça comme de l'argent, tu sais, au niveau des arbres, tu sais. C'était vraiment l'usage de la terre pour aller chercher de l'argent au niveau des arbres. Fait que c'était pour bûcher. Mais là, maintenant, il y a eu un shift au niveau de la valorisation de la terre, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de villégiateurs qui deviennent propriétaires de terre à bois, qui font des activités comme la cueillette, la pêche. On voit de plus en plus de chasseurs qui achètent des terres à bois simplement pour chasser, tu sais. Fait que maintenant, c'est vraiment différent. Fait qu'il y a plusieurs façons, justement, d'arriver à outiller ces gens-là ou de les conseiller pour, justement, qu'ils puissent faire un bon achat, tu sais.